7h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Après l'opération Marteau de minuit, quelle réaction de l'Iran ce matin? Évidemment, on regarde de près les réactions de marché et le pétrole notamment qui a subi une petite tension dans la nuit. Nos invités, c'est Philippe Chalmin qui est avec nous par téléphone, économiste et fondateur de Cyclope. Nous a rejoint en plateau David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Je commence avec vous, Philippe Chalmin. Un petit stress, un petit pic cette nuit, mais clairement, on n'est pas du tout dans une tension extrême. C'est calme sur les marchés et notamment sur le pétrole ce matin. C'est calme parce que nous avons une épée de Damoclès qui est, on le sait, l'éventualité de la fermeture du détroit d'Ormuz, mais qu'il y a eu quand même ce vote de l'Assemblée nationale iranienne, l'attente de ces décisions, même si, et manifestement, on ouvre à 77 ou 78 sur les marchés asiatiques. On ne passe pas, on a passé, semble-t-il, à un moment ou à un autre la barre des 80, mais personne n'y croit vraiment. Et j'aurais tendance un petit peu à aller dans ce sens. Fermer le détroit d'Ormuz, c'est possible, mais à mon sens, jamais la Chine n'autorisera ou ne fermera les yeux si les Iraniens allaient à cette extrémité. Or, pour l'instant, c'est la Chine qui, avec les achats de pétrole iranien, et elle est la seule à acheter du pétrole iranien, c'est elle qui tient financièrement la tête de l'Iran hors de l'eau. Donc en réalité, Philippe Chalmin, ce serait se tirer une balle dans le pied pour l'Iran de fermer le détroit d'Ormuz, puisque comme vous l'avez dit, la Chine est le premier client de Téhéran et donc une ressource financière absolument indispensable pour le régime. Elle est indispensable et pour la Chine, c'est non seulement le pétrole, mais c'est le gaz naturel du Qatar, bien entendu, et puis c'est toute la noria de porte-conteneurs chinois qui vont approvisionner tous les marchés du Golfe, etc. À la limite, Hormuz, ça fait partie des nouvelles routes de la soie et je ne vois pas les Chinois accepter et prendre ce risque. Alors maintenant, tout le monde parle de blocage. Il y a d'autres stratégies qui peuvent quand même fondamentalement gêner la circulation des bateaux autour d'Ormuz. On a vu il y a 2 ou 3 jours une curieuse panne informatique qui semblait émaner d'Iran, qui a perturbé, alors j'appelle ça, c'est probablement un petit peu plus compliqué, les sortes de GPS des bateaux, et le résultat, il y a 2 tankers qui se sont heurtés. Les taux de fret maritime pour les tankers passant par le Golfe ont été multipliés par 2 en fin de semaine dernière. Les taux d'assurance maritime ont aussi augmenté. Donc tout ça amène de la nervosité. Moi, je pense quand même qu'on va passer des $80 dans la journée ou demain. Ah oui, donc quand même, avec un petit stress à noter. David Rigoulet-Rose, on entend Philippe Chalmin dire pour l'instant, les marchés n'y croient pas. C'est-à-dire qu'au fait qu'on peut fermer le détroit d'Ormuz parce que c'est trop dommageable à l'Iran, mais il y a eu ce vote au Parlement iranien en faveur. Comment il faut l'interpréter ? De toute façon, il y a l'attente d'une réponse. Alors, on ne veut pas imaginer le pire, en réalité. Donc, on se rassure en se disant que ça n'est pas possible. Mais aujourd'hui, tout est possible. C'est le problème. Et donc, dans l'absolu, effectivement, il y a la variable chinoise qui est importante. Elle est doublement importante, d'ailleurs, pas seulement par rapport à l'Iran, elle est aussi par rapport à l'Arabie Saoudite. Parce que le premier client de l'Arabie, c'est la Chine, justement. Mais sur le fond, le régime est au pied du mur. Et donc, on ne peut jamais exclure qui est une logique effectivement de perturbation majeure sur l'économie mondiale. A fortiori, si le régime ne veut pas prendre le risque de frapper directement les bases américaines, il y a effectivement la question des transpondeurs qui peut être bouleversée par des brouillages. Il y a le minage, sans la fermeture directement. Il y a le minage qui peut faire beaucoup de dégâts. Il y a une stratégie hybride indirecte qui peut être mise en œuvre sans aller jusqu'à la fermeture effective de façon qui ne pourrait pas être maintenue, parce que la 5e flotte américaine qui est à Bahreïn ferait en sorte de déverrouiller et on peut se souvenir en 1988, après la guerre Iran-Irak, il y avait eu une bataille navale où l'US Navy avait coulé justement parce qu'il y avait le minage du Golfe, avait coulé une grande
partie de la flotte iranienne. Donc, mais en tout cas, les marchés détestent l'instabilité, l'incertitude, et on est en pleine période, dans la configuration est majeure de ce point de vue-là. David Riouleros, vous nous dites tout est possible ce matin, tout est possible, y compris une chute du régime des mollahs à Téhéran. Jusqu'à présent, les États-Unis avaient dit non, ça n'est pas notre objectif, jusqu'à un tweet, un message sur son réseau social de Donald Trump cette nuit. Oui, c'est paradoxal parce que son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, hier, pour commenter les frappes qui avaient eu lieu, avait explicitement dit qu'elle ne s'inscrivait pas dans une logique de régime change. Et du reste, le président américain lui-même, lorsqu'il avait entamé les cycles de négociation, avait dit qu'il s'engageait dans les négociations en n'ayant pas du tout à l'esprit le régime change. Et effectivement, vous évoquez un tweet en disant, avec MIGA, Make Iran Great Again, en disant que finalement, si le régime n'est pas capable d'accepter une transaction, il n'est pas finalement pertinent. Son maintien, la question de son maintien est posée. Et donc, ça ouvre une porte très très inquiétante parce que c'est la logique implicite de l'opération israélienne et c'était pas la démarche initiale des États-Unis. Mais semble-t-il, il y a une inflexion du discours. Et donc, ça soulève beaucoup de questions. Mais vu d'Iran, c'est possible? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une transition qui s'est faite? Il a 86 ans, l'ayatollah Khamenei. Qui sont les gens qui sont autour? Alors, c'est le problème, parce qu'il y a une opacité du Netzam. Ce qu'on appelle le Netzam, c'est le système iranien, avec effectivement la figure centrale du commandeur, c'est le guide suprême, qui est la clé de voûte du système. Donc, si cette clé de voûte disparaît, c'est un ébranlement général. Le système, de toute façon, est très, très fragilisé. À l'extérieur, on le voit, mais à l'intérieur aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, et c'est là, on touche du doigt le syndrome irakien sur le changement de régime, c'est qu'il n'y a pas d'alternative constituée, structurée en termes d'opposition qui serait susceptible de prendre le relais en cas d'effondrement brutal. Et on sait que la nature a horreur du vide, en géopolitique comme en physique. Et donc, évidemment, il y a la hantise d'un chaos potentiel. C'est jamais sûr, mais on peut... Il n'a pas préparé sa succession. Alors lui, il l'a préparé. Il vient de nommer d'ailleurs trois membres du clergé. En général, le guide est validé par ce qu'on appelle l'Assemblée des experts. C'est-à-dire 88 membres qui viennent de renouveler l'année dernière. Et donc, il aurait nommé effectivement trois membres du clergé qui ne comprennent pas son fils. Mais son fils qui est très critiqué et qui, de toute façon, en termes religieux, n'est pas ayatollah. Il est que au Jazz de l'Islam. Donc, de toute façon, ça poserait un problème. On ignore l'identité des trois religieux. C'est dans la perspective où lui serait éliminé à titre personnel et ce serait pour, effectivement, assurer une continuité. Mais de toute façon, le régime est extrêmement fragilisé. Il est condamné, intrinsèquement. Le problème, c'est que s'il tombe brutalement, évidemment, les conséquences sont incalculables. Quel est le rôle du président iranien dans cette séquence? Massoud Pezeshkian, élu l'année dernière et qui, pendant la campagne, déclarait « Nous ne serons ni Occident ni anti-Est ». C'est plutôt quelqu'un de modéré qui a tendu la main vers le monde. Oui, il a été adoubé par le guide, parce qu'en dernier ressort, c'est toujours le guide. Et le pouvoir du président est très très relatif dans le système iranien. Il est élu parce qu'il faut maintenir l'illusion, la fiction effectivement d'une respiration démocratique, et donc il a été choisi un peu par défaut, mais il a reconnu lui-même qu'il n'avait pas la main, puisqu'on l'a vu au moment de justement sur la question du voile, etc. En dernier ressort sur toutes les questions et surtout les questions stratégiques comme le nucléaire, c'est le guide qui décide. Et donc évidemment il y a un gros point d'interrogation. Vous évoquez son âge, il est malade effectivement, il sait qu'il peut être une cible désignée, notamment puisque ça a été fait par Israël Katz et le Premier ministre israélien. Donc il y a une effervescence. Le régime se sent acculé, effectivement, et donc c'est extrêmement dangereux parce que il y a un grand point d'interrogation sur ses réactions potentielles. Et la population iranienne, certains attendaient un soulèvement concomitant avec des frappes américaines. Elle a été trop violentée pour réagir. Elle est dans quel état? Oui, mais ça c'est la pensée magique, de dire elle va se soulever. Effectivement, d'ailleurs, il y a eu le discours du Premier ministre israélien, parce que le scénario rêvé, c'est évidemment un renversement du régime et un remplacement par une démocratie, mais les choses se passent rarement comme ça dans la réalité. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas justement ce que vous évoquez, la population, qui a une écrasante majorité déteste le régime. C'est incontestable. Le problème, c'est que des frappes qui visent il y a une fierté nationale aussi. Et donc c'est très ambivalent. La question, c'est de quel côté la pièce va tomber, parce que même si la population déteste le régime, la population n'a pas envie non plus qu'on lui impose un changement du
régime de l'extérieur. Donc c'est extrêmement compliqué et ça l'est d'autant plus qu'il n'y a pas d'opposition structurée. Dans le prolongement des manifestations de Mahsa Amini, c'est la génération Z. C'est une culture de contestation politique activement passive par les réseaux sociaux, horizontale. Il n'y a pas de verticale, il n'y a pas de structuration. D'ailleurs, c'était là-dessus que jouait jusqu'à présent le régime. Il capitalisait sur ce déficit. La seule opposition structurée, elle est à l'extérieur, mais elle est très divisée. Et donc, on voit bien la contradiction et pour l'instant, le régime tient aussi pour ça. Est-ce que Téhéran a les moyens de riposter aujourd'hui aux attaques américaines? C'est ce qu'on évoquait au début avec la question pétrolière notamment. Si l'Iran sait que s'il vise les bases américaines comme certains ultras le suggèrent à Téhéran, c'est la fin immédiate du régime. La réponse va être dévastatrice. Il y a un régime qui est assez isolé aujourd'hui. Il est très isolé. C'est le paradoxe parce qu'on évoquait la Chine, mais c'est aussi Moscou, puisque Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères, est allé à Moscou. On se dit, ce sont les alliés, mais en fait, ce sont des faux amis. Hein. Donc ils ont signé notamment avec Moscou un partenariat stratégique en janvier dernier, mais Vladimir Poutine a pris soin de pas du tout intégrer une clause de sécurité militaire d'assistance. Hein. Il voulait surtout pas ça. Et du côté chinois, c'est pareil. Les Chinois sont sur la réserve. Hein. Ils sont sur la réserve aussi. Ils ont une coopération stratégique depuis 2021 à cause du pétrole, qu'ils achètent des côtés, mais c'est pas pour autant qu'ils vont se lancer dans un soutien beaucoup plus actif. Et les Turcs avec Erdogan qui voient Istanbul comme une place de négociation internationale, une sorte de place neutre? Oui, mais il y a toujours une rivalité entre la Turquie et l'Iran, hein, historiquement, géopolitiquement. Donc c'est pareil, Erdogan va capitaliser là-dessus, sur l'affaiblissement évidemment du régime iranien et mécaniquement aussi de l'Iran en termes géopolitiques à son profit. Il y a encore une place pour la diplomatie? Ça semble pour l'instant très compromis, parce qu'à partir du moment où la logique militaire est lancée, c'est très très difficile de revenir en arrière. Donald Trump espérerait toujours, mais en même temps, il intime aux Iraniens, il leur lance un ultimatum en disant vous devez capituler sans condition, ce qui est irrecevable pour les Iraniens. Merci beaucoup David Rivoulet-Rose d'être venu ce matin beaucoup. Dans la matinale de l'économie. Un grand merci à Philippe Chalmin qui était également avec nous au début de cette interview.